Imagine deux étangs absolument identiques. Même profondeur, même eau légèrement trouble d'un matin couvert. Même température de surface, environ 17 degrés, l'idéal pour que les cyprinidés montent se nourrir. Même espèce de poisson, carpe commune, carassin, brème et quelques perches qui rôdent en bordure. Deux pêcheurs, même canne, même ligne de 0,22, même hameçon numéro 8, même heure, 6h12 du matin. Pourtant, 2 heures plus tard, l'un compte 7 poissons dans son seau, l'autre a arrêté de compter après 40. Et non, ce n'est pas une légende de pêcheur racontée dans un garage autour d'une bouteille. C'est exactement ce genre d'écart qui provoque des disputes sur les forums de pêche et des accusations de tricherie lors des compétitions régionales. La question est simple. Comment deux pêcheurs dans des conditions identiques peuvent-ils obtenir des résultats aussi différents? La réponse dérange parce qu'elle détruit la moitié des mythes que les pêcheurs répètent depuis des décennies. Dans l'espace post-soviétique, la pêche n'a jamais été seulement un loisir. Dans les années 1942 à 1945, lorsque l'Union soviétique était engloutie par la guerre, des villages entiers de Sibérie et du Kazakhstan survivaient grâce aux rivières. Sur l'Ob, l'Irtych et la Lena, les habitants tendaient des filets improvisés sous la glace. Dans les marais de Polésie, en Biélorussie et en Ukraine, on capturait la carpe sauvage et le brochet pour nourrir les familles pendant les hivers. Dans le delta du Danube, les pêcheurs ukrainiens connaissaient chaque courant, chaque fosse où la brème se rassemblait quand l'eau descendait à 10 degrés. Les anciens n'avaient ni détecteur électronique, ni arômes artificiels. Pourtant, ils capturaient des centaines de kilos de poissons par saison. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient la rivière. Regarde les archives photographiques de la Volga dans les années 1950. Des pêcheurs avec de simples cannes en bambou, une ligne en coton, un flotteur taillé dans une plume d'oie, pas de marque, pas de marketing. Pourtant, les paniers étaient pleins de carpes et de gardons. Aujourd'hui, un pêcheur peut dépenser l'équivalent d'un mois de salaire en matériel moderne, moulinet japonais, appât aromatisé, détecteur électronique, et rentrer bredouille. Ce contraste devrait déjà nous faire réfléchir. La vérité biologique est brutale. Le poisson ne réagit pas aux marques. Il réagit à la chimie et à la physique de son environnement. Une carpe possède environ 50 000 cellules gustatives, réparties sur ses barbillons et ses lèvres. Le poisson-chat européen en possède plus de 100 000. Ces capteurs détectent certains acides aminés à une concentration d'une molécule pour plusieurs milliards de molécules d'eau. Pour donner une idée, c'est comme si un humain pouvait sentir une goutte de soupe dans une piscine olympique. Dans une rivière comme le Dnipro ou le Don, la visibilité peut tomber à moins d'1 mètre après une pluie. Dans ces conditions, la vue devient secondaire. Le poisson se guide par l'odeur. Et pourtant, combien de fois entend-on encore les conseils de canapé? Lance plus loin, les gros poissons sont au large. Faux. Une carpe se nourrit souvent à moins de 5 mètres de la rive, surtout le matin, quand l'eau est plus riche en oxygène. Mais un hameçon plus gros, le poisson verra mieux l'appât. Faux encore. Le poisson ne voit pas l'appât comme nous. Il le détecte chimiquement avant même de s'en approcher. L'odeur forte attire toujours plus de poissons. C'est probablement le mythe le plus tenace. Une odeur artificielle trop concentrée peut au contraire alerter un poisson sauvage. Les poissons des lacs ukrainiens ou des étangs biélorusses vivent dans des écosystèmes stables. Ils reconnaissent les signaux naturels et se méfient des anomalies. Prenons un exemple concret. Sur les étangs de Poltava ou les lacs de la région de Minsk, la carpe devient active lorsque l'eau atteint environ 14 à 18 degrés. À cette température, son métabolisme augmente et elle cherche des sources d'énergie riches. Mais elle ne se déplace pas au hasard. Elle suit des gradients chimiques, des traces d'acides aminés libérés par des larves, des invertébrés ou des graines fermentées au fond. Ces signaux chimiques se diffusent dans l'eau comme une fumée invisible. Si un pêcheur crée un signal chimique crédible, le poisson vient. Si le signal est faux ou incohérent, il l'ignore. C'est là que la plupart des pêcheurs modernes se trompent. Ils pensent que le secret réside dans la marque de l'appât, dans la couleur du flotteur ou dans la distance de lancer. En réalité, le facteur déterminant est ce qui se passe dans les premières 60 secondes après que l'amorce touche le fond. Les anciens pêcheurs du Don, de la Volga et de l'Amour connaissaient cette règle sans jamais utiliser de termes scientifiques.
Il savait qu'une bonne amorce devait libérer l'odeur progressivement. Trop rapide, les poissons s'excitent puis disparaissent. Trop lente, ils ne la détectent même pas. L'équilibre est subtil, exactement comme un feu qui couve sous la cendre. Alors, avant de parler de recettes ou de mélanges secrets, il faut comprendre une chose simple. La pêche n'est pas un concours de matériel. C'est une conversation chimique entre le pêcheur et le poisson. Et dans cette conversation, la nature ne ment jamais. La prochaine partie va révéler pourquoi une méthode presque oubliée, utilisée depuis des siècles sur les rivières d'Eurasie, peut transformer une matinée de 7 poissons en une matinée de 40. Et pourquoi l'industrie moderne de la pêche préfère que cette méthode reste dans l'ombre. Revenons à ces deux étangs identiques, car c'est exactement dans cette situation que l'on comprend ce que la plupart des pêcheurs ne voient jamais. Le premier pêcheur lance son amorce industrielle. Un cube compact acheté dans un magasin de pêche, emballé dans un plastique brillant avec des promesses d'attractants ultra puissants. Le bloc tombe au fond et commence à se dissoudre rapidement. Une odeur chimique se répand, forte, agressive. Et pendant quelques minutes, quelques poissons curieux passent à proximité, puis disparaissent. Parce que ce signal chimique n'existe nulle part dans la nature. Maintenant, regardons le second pêcheur. Lui ne lance pas un produit d'usine, il lance une boule sombre, un mélange qu'il a préparé la veille dans sa cuisine. Rien de mystérieux à première vue, des ingrédients simples, bon marché, presque banals. Pourtant, 40 secondes après que la boule touche le fond, l'eau au-dessus commence à vibrer. Pas violemment, subtilement. De petites ondulations apparaissent, puis des cercles concentriques. Puis la surface frémit, comme si le fond lui-même respirait. Ce phénomène, les vieux pêcheurs du Dnipro et du Don ont un mot pour le décrire. L'éveil du poste. Pourquoi 40 secondes ? Parce que c'est approximativement le temps nécessaire pour que les premières molécules odorantes atteignent la couche d'eau où circulent les poissons. La diffusion chimique dans l'eau dépend de plusieurs facteurs, température, densité, courant et turbulence. À 15 à 18 degrés, dans une eau calme, les composés organiques légers peuvent se disperser sur plusieurs mètres en moins d'une minute. Et si ces composés correspondent aux signaux alimentaires que le poisson reconnaît ? Alors le poisson ne réfléchit pas, il réagit. Les chercheurs soviétiques en ichtyologie avaient déjà étudié ce phénomène dans les années 1970. À l'Institut de biologie des eaux intérieures de l'Académie des sciences, près de Rybinsk, des expériences ont montré que les carpes pouvaient détecter certaines substances organiques à des concentrations inférieures à 1 partie pour 10 milliards. Dans un aquarium expérimental, une carpe pouvait localiser la source d'un acide aminé spécifique en moins de 30 secondes, même dans une eau totalement opaque. Cela signifie une chose très simple. La carpe ne cherche pas l'appât avec ses yeux. Elle le suit comme un chien suit une piste. C'est exactement pour cette raison que les pêcheurs expérimentés choisissent leur poste avec une précision presque obsessionnelle. Dans les étangs ukrainiens, par exemple autour de Kremenchuk ou de Tcherkassy, les carpes patrouillent souvent le long des cassures du fond. Une différence de profondeur de seulement 30 ou 40 cm peut créer un couloir de déplacement. Sur les lacs du Kazakhstan, notamment autour du lac Balkach, les carpes préfèrent les zones où la vase est riche en matière organique, car ces zones produisent naturellement des signaux chimiques similaires à ceux des invertébrés dont elles se nourrissent. C'est pour cela que l'amorçage ne consiste pas simplement à jeter de la nourriture. L'amorçage crée un point de référence chimique dans l'eau, une sorte de phare invisible. Les poissons détectent ce signal et remontent sa trace. Et lorsque plusieurs signaux alimentaires crédibles apparaissent simultanément, le cerveau du poisson interprète cela comme un banquet naturel. Mais la plupart des pêcheurs modernes font exactement l'erreur inverse. Ils lancent trop d'amorces. 10 boules, 20 boules, un seau entier. Ils pensent que plus il y a de nourriture, plus il y aura de poissons. En réalité, c'est souvent catastrophique. Le poisson sauvage, surtout dans les étangs très pêchés d'Ukraine ou de Russie, devient extrêmement méfiant. Lorsqu'il rencontre une zone saturée d'odeurs artificielles, il ralentit, inspecte, puis repart. Les vieux pêcheurs de la région de Rostov disaient toujours « Trop nourrir le poisson, c'est nourrir l'eau ». Il y a aussi un autre facteur que peu de pêcheurs prennent en compte, l'oxygène. Lorsque l'amorce industrielle se dissout rapidement, elle peut créer une microzone où la décomposition bactérienne consomme l'oxygène dissous. Dans une eau chaude d'été, où la concentration d'oxygène peut déjà tomber sous les 6 mg par litre,
Cette baisse locale suffit parfois à rendre la zone désagréable pour les poissons. Les poissons sentent littéralement que quelque chose ne va pas. Les anciens, eux, utilisaient une logique complètement différente. Dans les villages de pêcheurs autour de l'Amour et de l'Ussuri en Extrême-Orient, on préparait souvent l'amorce plusieurs jours avant la sortie. Pas pour la rendre plus forte, mais pour la rendre vivante. Les grains fermentaient légèrement. Les bactéries naturelles commençaient à transformer les sucres en acide et en gaz. Lorsque cette amorce entrait dans l'eau, elle ne libérait pas seulement une odeur, elle produisait une activité chimique continue. C'est exactement cette activité que les poissons interprètent comme un signal biologique réel. Dans la nature, les zones riches en nourriture, larves, vers, crustacés, sont presque toujours associées à des processus de décomposition et de fermentation. Autrement dit, lorsque l'amorce reproduit ce profil chimique, elle ne trompe pas vraiment le poisson, elle imite son environnement naturel. Et cela change tout pour la stratégie de pêche. Parce qu'une amorce efficace n'est pas un simple appât, c'est un mécanisme, une réaction, une source continue de signaux alimentaires. Alors comment positionner sa ligne dans cette situation? Les pêcheurs novices font souvent l'erreur de placer l'hameçon directement dans la boule d'amorce. Mauvaise idée. Un poisson ne mord presque jamais dans une masse compacte. Il picore autour. Il aspire les particules qui se détachent. C'est pour cela que les pêcheurs expérimentés placent leur appât à environ 1 mètre du point d'amorçage. Le poisson arrive, attiré par l'odeur, commence à fouiller le fond et trouve l'hameçon, comme s'il s'agissait simplement d'une autre particule de nourriture. C'est aussi pour cela que les montages simples fonctionnent souvent mieux que les systèmes compliqués. Une ligne coulissante, un petit plomb de 20 ou 30 grammes, un bas de ligne souple de 15 cm, rien d'exotique, rien de spectaculaire, mais parfaitement adapté au comportement naturel du poisson. Et pourtant, malgré toutes ces connaissances accumulées pendant des générations sur les rivières de l'espace post-soviétique, la majorité des pêcheurs continuent de chercher des solutions miracles dans les rayons des magasins. Des attractants fluorescents, des sprays parfumés, des granulés artificiels. La vérité est plus simple et beaucoup plus ancienne. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans le cœur du secret, le mélange exact que certains pêcheurs utilisent encore aujourd'hui. Un mélange qui coûte moins d'$1, mais qui peut transformer complètement l'activité d'un poste de pêche en moins d'1 minute. Maintenant, nous arrivons au cœur de la méthode. Pas une rumeur de pêcheur, pas un secret magique vendu dans un flacon. Une combinaison d'ingrédients simples qui déclenche une réaction chimique que les poissons reconnaissent immédiatement. Et c'est précisément ce mélange que certains vieux pêcheurs des rivières du Don, de la Desna et du Dnipro utilisent encore aujourd'hui sans jamais l'expliquer aux débutants. Quand on leur demande pourquoi ça marche, ils répondent souvent la même chose, parce que l'eau connaît déjà cette odeur. Commençons par la base, le grain fermenté. Dans les régions rurales d'Ukraine et de Russie, la plupart des pêcheurs utilisent du maïs concassé ou de l'orge cassée, pas des grains entiers, concassés. Pourquoi? Parce que l'intérieur du grain contient l'amidon et les sucres simples qui déclenchent la fermentation. Lorsque le grain est cassé, l'eau peut pénétrer immédiatement et les bactéries naturelles commencent à travailler. On verse 2 ou 3 tasses de grain dans un récipient en verre ou en céramique. On couvre d'eau, puis on laisse le tout reposer pendant 2 à 3 jours dans un endroit tiède, environ 20 à 25 degrés, dans un garage, une cuisine ou une remise. Après 48 heures, l'odeur change. Elle devient légèrement acide, un peu comme celle du pain levé ou du kvass. Beaucoup de pêcheurs inexpérimentés pensent que cela signifie que le mélange est gâté. En réalité, c'est exactement l'inverse. Cette fermentation produit de l'acide lactique, du dioxyde de carbone et toute une série de composés aromatiques volatiles. Et ces composés correspondent précisément aux signaux chimiques que les poissons associent à la décomposition naturelle des plantes aquatiques et à la présence d'invertébrés. Les biologistes soviétiques avaient déjà observé ce phénomène dans les années 1960 dans les étangs expérimentaux près de Kiev. Lorsque des grains fermentés étaient introduits dans l'eau, les carpes et les brèmes se rassemblaient significativement plus vite que lorsque les mêmes grains étaient frais. La différence ne se mesurait pas en minutes, mais en secondes. Maintenant vient le deuxième élément, la graisse animale. C'est ici que la plupart des recettes modernes se trompent. Beaucoup de pêcheurs ajoutent de l'huile végétale, tournesol, colza, maïs, mais ces huiles se dispersent trop vite dans l'eau. Elles forment une fine pellicule à la surface et disparaissent rapidement.
La graisse animale fonctionne différemment. Le sein doux ou le suif de bœuf contient des acides gras saturés qui se dissolvent lentement dans l'eau froide. Lorsque cette graisse est mélangée au grain fermenté, elle crée une enveloppe lipidique autour des particules. Cette enveloppe agit comme un système de diffusion lente. Les composés odorants ne sont pas libérés d'un seul coup. Ils se diffusent progressivement pendant 30 à 40 minutes. Autrement dit, la zone d'attraction reste active beaucoup plus longtemps. Dans les villages de pêcheurs autour de Saratov et de Volgograd, certains utilisaient même la graisse récupérée lors de la cuisson de la soupe de poisson. Une simple cuillère ajoutée au mélange suffisait à transformer complètement la durée d'activité de l'amorce. Le troisième élément est souvent celui qui surprend le plus les pêcheurs modernes, l'anis. Oui, la même essence utilisée en pâtisserie. Dans certaines régions du Caucase et du sud de la Russie, les pêcheurs ajoutaient quelques gouttes d'huile d'anis dans leurs amorces depuis des générations. Ce n'était pas un hasard. L'anétol, le principal composé aromatique de l'anis, possède une structure chimique étonnamment proche de certaines molécules produites par les invertébrés aquatiques. Pour un poisson, cette odeur est un signal extrêmement puissant. Dans plusieurs études européennes sur la carpe commune, on a observé que des traces d'anétol pouvaient attirer les poissons sur des distances de plus de 50 mètres dans une eau calme. Pas parce que l'odeur est forte, mais parce qu'elle correspond à un signal alimentaire profondément inscrit dans le système nerveux du poisson. Puis vient l'ail. 3 ou 4 gousses écrasées suffisent. L'ail libère un composé appelé allicine, qui possède une odeur extrêmement pénétrante. Dans l'eau, cette molécule agit comme un marqueur biologique. De nombreux poissons associent ces composés soufrés à des organismes blessés ou à des tissus en décomposition, autrement dit, à de la nourriture facile. Lorsque ces 4 éléments sont combinés, grains fermentés, graisse animale, anis et ail, on obtient quelque chose de très particulier. Pas seulement une odeur, un profil chimique complexe qui stimule plusieurs systèmes sensoriels du poisson en même temps. Imagine ce qui se passe sous l'eau. Les particules de grains libèrent des acides organiques. La graisse ralentit la diffusion et prolonge l'activité. L'anis crée un signal attractif à longue distance. L'ail renforce l'impression de nourriture disponible. Pour le cerveau du poisson, ces signaux combinés signifient une seule chose, un site riche en nourriture. C'est pour cela que les pêcheurs expérimentés ne lancent pas ces boules au hasard. Ils choisissent des zones où les poissons circulent déjà naturellement. Bordures de roselières, cassures du fond, entrées de petits courants. Dans un étang ukrainien typique, une profondeur de 2 à 3 mètres près d'une pente douce est souvent idéale. Le mélange est roulé en boule, environ la taille d'une orange pour la brème ou le gardon, plus gros pour la carpe. Une seule boule suffit souvent pour commencer. On la laisse couler au fond, puis on attend. Pas longtemps, 1 minute, peut-être 2. Et si le poste est bon, l'eau commence à parler. De petites bulles apparaissent d'abord. Les carpes fouillent la vase et libèrent le gaz emprisonné dans le sédiment. Puis les cercles apparaissent à la surface. Les gardons arrivent. Les brèmes suivent. Et soudain, le poste qui semblait vide quelques minutes plus tôt devient un point d'activité intense. C'est ce moment précis que beaucoup de pêcheurs n'ont jamais vu. Parce qu'ils utilisent des amorces qui libèrent leur odeur trop vite, trop artificiellement, ou pas du tout. Dans la prochaine partie, nous allons expliquer en détail pourquoi cette combinaison chimique déclenche une réaction aussi forte chez les poissons, et pourquoi certains règlements de compétition ont commencé à surveiller de très près les pêcheurs qui utilisent ce type d'amorce. Maintenant, regardons ce qui se passe réellement sous la surface lorsque cette boule touche le fond. Pas du point de vue du pêcheur, du point de vue du poisson. Imagine une carpe commune de 3 kilos qui patrouille lentement le long d'une cassure de vase dans un étang du centre de l'Ukraine. L'eau est trouble, visibilité peut-être 50 cm. Sa vue lui sert peu. Mais ses barbillons et ses lèvres sont couverts de récepteurs chimiques, capables de détecter les molécules organiques dissoutes dans l'eau. Dans la première minute après que la boule d'amorce touche le fond, la fermentation du grain commence à libérer de petites quantités d'acide lactique et d'ester volatile. Ces molécules sont transportées par les microcourants du fond, exactement comme une traînée de fumée dans l'air. La carpe traverse ce courant chimique et son système nerveux interprète immédiatement l'information. Nourriture potentielle.
Les expériences menées dans les laboratoires d'ichtyologie de Novosibirsk dans les années 1980 ont montré que la carpe réagit à certains acides aminés, comme la glycine ou l'alanine, à des concentrations de 10 puissance -9. C'est une sensibilité presque inimaginable pour l'être humain. Lorsqu'un mélange fermenté libère ses composés, même en quantité minuscule, le poisson peut en suivre la trace sur plusieurs mètres, parfois plusieurs dizaines de mètres dans une eau calme. C'est ici que la graisse animale joue un rôle décisif. Dans l'eau froide d'un lac sibérien ou d'un étang biélorusse, les graisses saturées ne se dissolvent pas rapidement. Elles se fragmentent lentement, libérant les molécules odorantes par étapes. C'est un mécanisme de diffusion graduelle. Imagine une bougie qui brûle lentement plutôt qu'un feu de paille. Pendant 40 minutes, parfois une heure entière, la zone autour de la boule continue de produire des signaux chimiques. Pour un poisson qui circule dans la zone, c'est comme si une source de nourriture venait d'apparaître soudainement. Ajoute maintenant l'effet de l'anis. L'anétol, son composé principal, est particulièrement soluble dans l'eau et possède une odeur que les poissons détectent à très faible concentration. Dans plusieurs expériences européennes sur la carpe miroir, les poissons exposés à une solution contenant seulement quelques microgrammes d'anétol montraient une augmentation immédiate du comportement de fouille. Ils plongeaient la tête dans le substrat et aspiraient la vase, exactement comme ils le font lorsqu'ils trouvent des larves de chironomes. Et c'est là que l'ail complète le signal. Les composés soufrés libérés par l'ail, principalement la lysine, ressemblent aux molécules produites par les tissus biologiques lorsqu'ils sont endommagés. Pour un poisson, c'est un indicateur d'organismes vulnérables. Dans la nature, lorsqu'un ver ou une larve est blessé, il libère des signaux chimiques similaires. Le cerveau du poisson associe donc cette odeur à une opportunité alimentaire facile. Lorsque ces 4 signaux arrivent en même temps, fermentation, graisse, anis et ail, le système sensoriel du poisson reçoit plusieurs messages cohérents. Nourriture présente, source énergétique élevée, aucun signal de danger. C'est cette combinaison qui explique pourquoi les poissons arrivent souvent en groupe. La première carpe détecte le signal et commence à fouiller le fond. En fouillant, elle libère des bulles de méthane piégées dans la vase. Ces bulles montent à la surface. Les autres poissons voient ce mouvement et se rapprochent. En quelques minutes, la zone devient un véritable point d'alimentation. Les pêcheurs expérimentés reconnaissent ce moment immédiatement. Sur un étang calme, ils voient apparaître de petites bulles en chaîne, parfois alignées sur plusieurs mètres. C'est la signature classique de la carpe en train de fouiller. Dans la région de Kharkiv, certains pêcheurs appellent cela la respiration du fond. Quand cela commence, il faut être prêt. Parce que les touches arrivent souvent dans les 10 minutes qui suivent. C'est aussi pour cette raison que l'hameçon ne doit jamais être placé au centre de la boule. Un poisson ne mord presque jamais directement dans une masse compacte. Il aspire les particules détachées autour. Le montage idéal consiste à placer l'appât légèrement à l'écart, environ 1 mètre du point d'amorçage. Dans les étangs ukrainiens ou russes, beaucoup de pêcheurs utilisent un simple montage coulissant avec un plomb de 25 ou 30 grammes. Le bas de ligne doit rester souple, environ 15 cm, pour que l'appât se comporte naturellement dans le courant léger. Un autre détail crucial concerne la taille des boules. Pour les poissons blancs, comme la brème ou le gardon, une boule de la taille d'une mandarine suffit. Pour la carpe ou le carassin, on peut aller jusqu'à la taille d'une orange. L'objectif n'est pas de nourrir le poisson. L'objectif est de créer un signal durable. Trop de nourriture et les poissons se rassasient sans jamais toucher l'hameçon. Les pêcheurs des lacs de Biélorussie connaissent bien ce piège. Sur des eaux très pêchées, comme certains étangs près de Brest ou de Gomel, un amorçage excessif peut même faire fuir les poissons. La zone devient saturée de nourriture et les poissons restent méfiants. Une seule boule bien placée, au contraire, agit comme un déclencheur. Et c'est précisément ce déclencheur qui a commencé à poser problème dans certaines compétitions de pêche. Dans plusieurs tournois régionaux en Europe de l'Est et en Russie dans les années 2010, des équipes utilisant des mélanges fermentés ont obtenu des résultats tellement supérieurs que d'autres compétiteurs ont protesté. Les organisateurs ont alors introduit des règles vagues limitant l'utilisation d'amorces fermentées ou d'attractants organiques faits maison. Officiellement, pour préserver l'équité sportive. Officieusement, parce que les différences de capture devenaient trop visibles. Ce détail révèle quelque chose d'intéressant. Les poissons n'ont pas changé. Leur biologie est la même depuis des millions d'années. Ce qui change, c'est la manière dont les pêcheurs utilisent ou ignorent ces mécanismes naturels. Et dans la prochaine partie, nous allons revenir à l'essentiel.
Comment préparer ce mélange correctement chez soi? Comment choisir le bon poste sur un étang ou une rivière de l'espace post-soviétique? Et pourquoi cette connaissance simple peut transformer complètement la manière dont vous pêchez? Maintenant que nous avons compris la logique biologique derrière cette méthode, revenons à la pratique pure. Parce que la différence entre un mélange efficace et un simple seau de bouillie tient souvent à quelques détails précis. Les anciens pêcheurs du Dnipro disaient toujours « La rivière pardonne beaucoup de choses, mais jamais la négligence ». Et dans le cas de cette amorce, chaque étape compte. La première règle concerne la fermentation du grain. Si le grain n'a pas fermenté correctement, tout le système perd son efficacité. Dans un village près de Poltava, un vieux pêcheur m'a expliqué la règle la plus simple que j'ai jamais entendue. Si l'odeur rappelle légèrement le pain ou le kvass, c'est parfait. Si l'odeur est putride ou moisie, il faut recommencer. La fermentation correcte produit principalement de l'acide lactique. Ce processus est similaire à celui du chou fermenté ou du pain au levain. Les bactéries lactiques transforment les sucres du grain en acide doux et en composés aromatiques. Ces composés sont exactement ceux que les poissons associent à des zones riches en micro-organismes et en invertébrés. La deuxième règle concerne la texture. Lorsque vous mélangez le grain fermenté avec la graisse, l'anis et l'ail, la consistance doit permettre de former une boule compacte mais friable. Si la boule est trop dure, elle restera intacte au fond et libérera trop peu de particules. Si elle est trop molle, elle se dispersera avant même d'atteindre le fond. Les pêcheurs de la Volga utilisent souvent un test simple. Presser la boule dans la main. Si elle garde sa forme mais se fissure légèrement lorsqu'on la presse plus fort, la texture est correcte. Pour ajuster cette texture, on peut ajouter une petite quantité de farine de maïs ou de semoule. Ces ingrédients servent de liant tout en restant naturels. Dans certaines régions du Kazakhstan, on ajoute même un peu de terre du bord de l'étang dans le mélange. Ce détail peut sembler étrange, mais il a une logique. La terre donne du poids à la boule et lui permet de couler plus vite dans les zones où le courant est faible. Le choix du poste est tout aussi important que le mélange lui-même. Dans la plupart des étangs de l'espace post-soviétique, les poissons suivent des routes alimentaires bien définies. Les carpes longent les bordures de végétation, les brèmes préfèrent les pentes douces où la vase est riche en larves. Les gardons se déplacent souvent en banc au-dessus des fonds sablonneux près des herbiers. Un pêcheur qui comprend ces routes peut transformer un simple mélange en un véritable aimant à poisson. Prenons un exemple concret sur une rivière comme la Desna ou la Seversky Donets. Le matin, lorsque la température de l'eau est encore stable et que l'oxygène est élevé, les poissons quittent souvent les zones profondes pour se rapprocher des bordures. Une cassure de profondeur entre 2 et 3 mètres près d'un herbier est souvent l'endroit idéal. Si la boule d'amorce est placée sur cette trajectoire naturelle, les poissons la rencontreront presque immédiatement. Un autre facteur souvent ignoré est la direction du vent. Sur les étangs ouverts, le vent pousse la couche superficielle de l'eau et crée un léger courant inverse près du fond. Ce courant peut transporter les molécules odorantes sur plusieurs mètres. Les pêcheurs expérimentés placent donc souvent leur amorce légèrement en amont du poste où ils lancent leur ligne. Ainsi, la trace chimique passe exactement là où se trouve l'appât. La patience joue également un rôle crucial. Beaucoup de pêcheurs modernes lancent leur amorce et commencent immédiatement à relancer toutes les 2 minutes. C'est une erreur. Lorsqu'une zone commence à attirer les poissons, il faut parfois 5 ou 10 minutes pour que les premiers individus arrivent. Mais une fois qu'ils sont là, l'activité peut durer longtemps. Sur certains étangs près de Kiev, des pêcheurs ont observé des périodes d'alimentation continue de 40 minutes autour d'un seul point d'amorçage. Et c'est ici que la différence entre un pêcheur attentif et un pêcheur distrait devient évidente. Le premier observe la surface de l'eau, les bulles, les petites vagues qui trahissent l'activité sous-marine. Le second regarde son téléphone ou change d'appât toutes les 3 minutes. La rivière récompense toujours celui qui observe. Il faut aussi comprendre que cette méthode n'est pas un miracle universel. Elle fonctionne parce qu'elle imite les processus naturels. Mais si l'eau est trop froide, par exemple en dessous de 8 degrés, le métabolisme des poissons ralentit et leur activité alimentaire diminue fortement. Dans ces conditions, même la meilleure amorce ne produira pas de résultats spectaculaires. La nature impose toujours ses règles. C'est pour cela que les anciens disaient que la pêche est un dialogue avec l'eau. On peut connaître toutes les recettes du monde,
Mais si l'on ne comprend pas la saison, la température, la direction du vent et le comportement des poissons, on reste un simple visiteur au bord de la rivière. Ce mélange de grains fermentés, de graisse, d'anis et d'ail n'est pas une invention moderne. C'est le résultat de générations d'observations accumulées sur les rivières de l'Eurasie, de la Volga au Dnipro, des lacs de Biélorussie aux étangs du Kazakhstan. Les pêcheurs qui dépendaient de leur prise pour nourrir leur famille ne pouvaient pas se permettre des méthodes inefficaces. Ils ont conservé ce qui fonctionnait et abandonné le reste. Aujourd'hui, beaucoup de ces connaissances disparaissent lentement, remplacées par des promesses marketing et des gadgets coûteux. Pourtant, la rivière, elle, n'a pas changé. Les carpes fouillent toujours la vase à la recherche d'acides aminés, les brèmes suivent toujours les pentes douces du fond, les gardons se rassemblent toujours là où la nourriture naturelle est abondante. La vraie différence entre un pêcheur chanceux et un pêcheur constant n'est pas la marque de son moulinet, ni le prix de sa canne. C'est sa compréhension de ces mécanismes simples, et cette compréhension se transmet comme elle s'est toujours transmise, d'une génération à l'autre, au bord de l'eau, dans le silence d'un matin brumeux. Aucun livre, aucune vidéo, aucun conseil ne remplacera l'expérience réelle. Parce que la pêche n'est pas seulement une technique, c'est une école de patience, d'observation et de respect pour la nature. La prochaine fois que vous serez au bord d'un étang ou d'une rivière, souvenez-vous de cela. Les poissons ne lisent pas les publicités,